Bonjour à tous. Je me présente, Joseph Schumpeter. Par la magie de la technologie, j'ai aujourd'hui la chance de m'entretenir avec vous au sujet d'un concept qui m'est cher, la destruction créatrice. Mais avant tout, il est important de saisir le contexte dans lequel cette théorie a vu le jour. Aussitôt mon parcours académique amorcé à l'Université de Vienne, je me suis intéressé aux travaux de sociologues tels Werner Sombart et Max Weber, mes contemporains. C'est par la suite à travers les écrits des grands théoriciens de l'école autrichienne, notamment Karl Menger, Friedrich von Wieser et Eugen Bombauer, que j'ai été introduit à la discipline économique. Bien qu'historiquement l'école autrichienne ait pris certaines distances avec les autres courants marginalistes, le cadre d'analyse adopté reste à quelques différences près le même. On doit au courant marginaliste l'élaboration de la théorie de l'utilité comme mesure de la valeur, ainsi que l'avènement d'un regard beaucoup plus scientifique et mathématique sur la discipline économique. Toutefois, ces contributions offrent des pistes pour expliquer le fonctionnement économique dans un cadre statique. C'est cette stationnarité qui m'a rapidement posé un problème. J'ai alors voulu me pencher sur la question de l'évolution du cadre économique, et me concentrer sur le dynamisme et les lois du changement qui constituent selon moi des éléments fondamentaux de l'analyse économique. C'est en 1911 que la première édition de ma théorie de l'évolution économique a été publiée. Dans cet ouvrage, j'explore les mécanismes d'évolution du système capitaliste et je développe le concept de destruction créatrice, ce qui bouscule les théories économiques établies. Fondamentalement, je suis persuadé que le progrès technique et l'innovation constituent les principaux moteurs du système économique capitaliste. La théorie de la destruction créatrice incorpore ces deux éléments clés pour expliquer les transformations du tissu économique, qui mènent non seulement à une croissance de la production, mais aussi à l'augmentation de la qualité de vie. Commençons par aborder le concept d'innovation. Celui-ci sous-entend qu'une forme de nouveauté est récemment introduite sur le marché, et donc accessible à un nombre limité d'individus et de firmes. Pour une certaine période, une entreprise, ou du moins un groupe restreint d'entreprises, peut jouir de monopole sur les produits et méthodes découlant de l'innovation. Celui-ci représente un attrait fort pour l'entrepreneur innovant, acteur clé de la destruction créatrice, et une motivation certaine à innover. Au vu du phénomène précédent, je remets en question jusqu'à un certain point la pertinence de la concurrence pure et parfaite que d'autres voient comme indispensable au bon fonctionnement du système capitaliste. Celle-ci assure certes une forme de contrôle sur les marges de profit et le niveau de production des firmes. C'est toutefois la concurrence par l'innovation technologique et les nouveaux procédés qui a un impact véritable sur la survie des entreprises et assure leur performance économique à long terme. La concurrence pure et parfaite serait donc secondaire à la concurrence par la technologie. Revenons-en à nos moutons. Une fois l'innovation présente dans un secteur du marché, celle-ci tend à se répandre. Comme on dit, on n'arrête pas le progrès. En effet, on peut distinguer 5 formes d'innovation selon moi: l'innovation des produits, des procédés, des modes de production, des débouchés et des matières premières. Ce sont par ces avenues que l'innovation se propage. Prenons l'exemple d'une innovation de matière première, l'aluminium. Une fois l'aluminium disponible sur le marché, il est possible de créer des procédés de fabrication qui utilisent de la machinerie en aluminium. Par la suite, des produits en aluminium feront leur apparition pour le grand public. Un progrès unique mène donc à toute une grappe d'innovations aux applications intersectorielles et ce sur une courte période. Au final, les entreprises non innovantes sont poussées hors du marché ou forcées de remettre en question l'ensemble de leur structure pour intégrer le progrès technique. La pression est telle que le paradigme de l'emploi est modifié. La demande pour des travailleurs aux qualifications traditionnelles diminue radicalement pour être remplacée par un besoin criant de main-d'œuvre apte à intégrer et développer les nouvelles technologies. Il y a donc un débalancement entre l'offre et la demande d'emploi. Cela force la main-d'œuvre à chercher de nouvelles qualifications et offre un avantage aux travailleurs qui entrent sur le marché avec les habiletés les plus en demande. Conclusion. L'entrepreneur innovant, motivé par l'attrait d'un monopole temporaire sur le marché, se retrouve en recherche constante du progrès technique. Une fois l'innovation apparue, celle-ci se propage par grappes de façon accélérée et dans plusieurs secteurs. Elle force les firmes à se restructurer ou à disparaître et modifie les caractéristiques de la demande du marché du travail.
Une fois la vague passée, la capacité de production des firmes est accrue et la qualité de vie des consommateurs est améliorée par l'arrivée de produits nouveaux et plus abordables. Ainsi, les produits, les méthodes et les emplois d'hier laissent place à ceux de demain, du moins jusqu'à la prochaine grande idée.